Bonjour, bienvenue à nouveau dans un petit cours de la section moto de Montpellier. Aujourd'hui nous allons parler boîte double embrayage DCT de chez Honda. C'est une particularité technologique qu'a développé Honda pour ses modèles VFR 1200 notamment et qui met en jeu donc deux embrayages et qui sont pilotés tout cela par un calculateur. L'objectif de ce petit cours, c'est de vous favoriser chez vous la veille technologique, c'est-à-dire se tenir toujours au courant des évolutions technologiques du marché, en même temps que de vous faire découvrir bien sûr cette solution technologique innovante et vous introduire par ce biais aussi comment fonctionne un petit peu un système piloté par un calculateur. Voilà, ce sont les objectifs de cette séquence et je vous propose donc de commencer tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet. Ça va en complément de ce que vous avez déjà fait en atelier et en cours, hein, les petits TD qu'on a fait à base de vidéos, ainsi que le TP sur la boîte de vitesse du Varadero. Tout cela est dans la suite logique. Donc on y va pour cette présentation de cette boîte DCT. Alors on va commencer par une petite SADT, hein, ça fait pas de mal. Un petit rappel sur la constitution d'une SADT. Donc là on va faire la SADT de la boîte à vitesse mécanique à arbre parallèle et en prise constante, dont la fonction est d'adapter le couple moteur au couple résistant, c'est-à-dire les forces qui s'opposent au déplacement du véhicule génèrent sur la roue arrière, sur l'axe de roue arrière, un couple résistant, et donc il faut produire un couple moteur qui soit bien sûr, si on veut accélérer, supérieur au couple résistant. Donc il va falloir adapter avec des rapports étagés la boîte de vitesse et la production, la quantité de couple moteur produite par le moteur, et tout cela bien sûr se fait à la volonté du pilote comme toujours. Alors qu'est-ce qui rentre dans le système? Il va rentrer de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique moteur, elle vient d'où? Elle vient de l'embrayage en règle générale, puisque les embrayages sont posés entre la boîte de vitesse et le vilebrequin, ce qui fait que donc l'embrayage lui va donner entre 0% de couple moteur dans sa phase débrayée, et il va aller jusqu'à 100% du couple moteur dans sa phase embrayée, avec une progressivité notamment au niveau du démarrage. On va passer de 0 à 100% progressivement pour éviter les à-coups dans la conduite du pilote. L'énergie mécanique, pour nous, elle est caractérisée par deux éléments, dont le couple moteur et le régime moteur. Ce sont deux choses importantes. On a vu que l'énergie mécanique, c'était un mouvement, hein, mais c'est un mouvement avec une certaine force. Et à la sortie, eh bien, on va avoir également de l'énergie mécanique, mais cette fois-ci, elle sera adaptée et elle sera toujours exprimée en régime moteur et enfin un régime boîte de vitesse, pardon, sur le rapport sur lequel on va être, et en couple produit. Alors, il faut rappeler que c'est des engrenages, hein, que l'engrenage a la particularité de multiplier le couple et de diviser la vitesse de rotation du moteur. Donc parce qu'il va falloir, le couple produit par le moteur ne suffit pas, il va falloir l'augmenter. Par contre, on ne peut pas faire retourner une roue arrière à 10 000 tours minute. C'est bien compréhensible, sinon les vitesses atteintes seraient au-delà des 1000 km/h, ce qui n'est pour l'instant au niveau terrestre pas possible. Alors, cette production d'énergie mécanique adaptée, elle va dépendre de l'action du pilote, hein, c'est-à-dire s'il monte ou pas les rapports, hein, ensuite avec la poignée de gaz également, de l'étagement de la boîte, on va en parler tout à l'heure, va dépendre de la configuration de la route, on est en montée, on est en descente, et des conditions météorologiques, parce qu'effectivement, quand on est sous la pluie, on va avoir une utilisation de la boîte de vitesse qui est différente que sur le sec notamment. Pour cela, le système a besoin d'énergie auxiliaire pour pouvoir réaliser sa fonction. Et là, on a le choix entre de l'électrique, de l'hydraulique, du musculaire et du cinétique. Dans le cas de cette boîte, on va utiliser de l'énergie musculaire, parce qu'il va quand même falloir appuyer quand on sera en mode manuel sur des boutons. Il va falloir bien sûr utiliser de l'énergie électrique, hein, puisque c'est un système qui est piloté par un calculateur, donc il va falloir alimenter le calculateur, et donc ce qui veut dire qu'il va y avoir des éléments, des composants électriques, voire électroniques dans le système, et puis on va avoir besoin également
d'une énergie, c'est de l'énergie hydraulique, on le verra dans le fonctionnement. Alors là, on revoit la boîte habituelle, hein, boîte donc à train parallèle. Tous les pignons sont en prise. Il y a des pignons sur l'arbre primaire et des pignons sur l'arbre secondaire. Ils sont toujours en contact les uns avec les autres, mais si le pignon qui est monté sur l'arbre primaire est moteur, donc relié à l'arbre, c'est-à-dire que si l'arbre tourne, le pignon tourne, eh bien le pignon qu'il aura en vis-à-vis sur l'arbre secondaire, lui sera fou. Donc tout ça pour permettre de réaliser un rapport de la boîte de vitesse qui est le point mort. Donc à partir de là, je vais déplacer des baladeurs avec des systèmes de crabotage, mais ça on l'a déjà vu, hein, qui va venir engrainer un pignon fou par exemple pour le rendre à partir de là solidaire de son arbre et donc entraîner l'arbre ou être entraîné par l'arbre. Voilà, donc c'est la boîte classique. Vous verrez que la boîte de DCT reprend un petit peu cette architecture-là, mais avec quelques petites particularités qui ne sont pas négligeables du tout. Alors, on va parler étagement de boîte. Donc, nous avons sur ce graphique, donc en bleu, le développement de la vitesse linéaire en fonction du régime. Donc, en bas, vous avez la vitesse linéaire du véhicule en km/h. Et ensuite, sur les ordonnées, à gauche, vous avez le régime moteur. Et donc, on s'aperçoit que quand on part de zéro, donc au démarrage, en première, c'est la courbe bleue. Et c'est la droite bleue, on va dire. Et on dit que la vitesse va atteindre donc 50 km/h quand le régime sera à 6500. C'est donc à ce moment-là, à 6005, que l'on va changer de rapport et qu'on va passer en seconde. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est variation de vitesse, ici. Donc on va avoir une évolution de la vitesse linéaire du véhicule qui va au départ être relativement brutale et puis ensuite elle va monter progressivement au fur et à mesure du changement de rapport pour atteindre sa vitesse maximale. Ici c'est le cas de 220 km/h, c'est la vitesse qu'on atteint en sixième quand on est à 6500 tours minute. Mais, il y a un petit souci, c'est que chaque fois que l'on va changer de rapport, on peut constater qu'il y a également un moteur qui va baisser en régime. Or, on sait très bien qu'un moteur va produire son couple maximal à un certain régime. Pas partout, pas tout le temps. Donc, il va falloir essayer d'adapter au niveau du pilote ou d'un calculateur, d'adapter le moment où on va changer la vitesse. Mais si vous regardez bien, quand on passe de la première à la seconde, on a un gros écart de régime moteur, c'est-à-dire on a à peu près 3000 tours d'écart. Quand on va passer de 6005 en première et quand on va attaquer la seconde, on va être retombé à 3005. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les rapports, on se rend compte que cette différence de régime s'amenuise au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle l'étagement de boîte. La problématique de ce système-là, donc, que l'on a tous sur les motos, c'est que cela va générer au niveau du passage de rapport des pertes de temps, mais également et surtout des mouvements sur le châssis. Ce qui fait que on peut avoir un comportement, si vous devez changer de rapport dans une vitesse, dans un virage par exemple, vous risquez d'avoir un mouvement qui va être généré par le passage de vitesse, ou alors si vous avez un passager, sur les premiers rapports, vous avez dû tous le constater, si vous avez été passager ou conducteur, que quand vous changez de rapport, vous allez avoir le passager qui va vous taper sur la tête, donc c'est pas très confortable pour lui et pour le pilote. Donc déjà on a essayé d'y remédier en mettant des shifters qui permettent de passer les vitesses sans débrayer et en gardant les gaz à fond. Ça réduit, mais attention, un shifter, quand on démonte une boîte derrière, on se rend vite compte qu'on a utilisé ce système-là de passage de vitesse, parce qu'on voit vraiment les pignons qui sont martelés, parce que chaque fois qu'on va passer le rapport à très très haute vitesse, il y a une coupure d'injection qui se fait. Alors c'est pas une coupure franche, c'est une micro coupure qui va faire qu'on va pouvoir engrainer les pignons, mais chaque fois c'est un à-coup, et donc ça met un petit peu... Ça génère quand même des contraintes sur la boîte de vitesse. Et puis il y a Honda donc qui, fort de ce constat, donc de ces vitesses, de ces régimes qui changent, qui sont énormes, qui vont générer des mouvements sur le véhicule et donc de l'inconfort de conduite, eh bien a trouvé un système pour réduire ce temps-là, ce temps de passage de vitesse, afin qu'on ait beaucoup moins de problématiques.
la problématique, on sait la résoudre. Hein. On prend un scooter qui est un variateur, on a moins ce phénomène-là, hein, à la montée, à la prise de vitesse linéaire, on a moins le phénomène du passager qui vient taper dessus. Pourquoi? Parce que le changement de rapport est fluide, hein, est constant, permanent, et donc ce qui fait que ça donne quand même, au niveau de la souplesse et du confort de conduite, quelque chose de quand même beaucoup plus sécurisant qu'une boîte de vitesse mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette boîte? Alors déjà, vous avez deux embrayages, vous le voyez sur le côté donc gauche de l'image. Vous avez deux embrayages, l'embrayage numéro 1 et l'embrayage numéro 2. L'embrayage numéro 2 va être relié sur un arbre primaire, et à l'intérieur de cet arbre primaire, il va y avoir un deuxième arbre primaire qui lui est relié à l'embrayage numéro 1. Donc on a deux arbres primaires, l'un dans l'autre, sur lesquels on va retrouver par exemple sur l'embrayage 2 les pignons pairs qui vont être reliés, donc c'est sur l'arbre extérieur, et puis sur l'arbre intérieur, donc c'est l'embrayage numéro 1, on va avoir tous les rapports impairs de l'arbre primaire qui vont être montés dessus. Ce qui fait qu'on va différencier le passage de vitesse pour les rapports impairs du passage de vitesse pour les rapports pairs. Donc vous aurez vite compris que si on met un embrayage sur l'un et un embrayage sur l'autre, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les embrayages pour embrayer l'arbre 1 ou embrayer l'arbre interne en débrayant l'arbre 1. Évidemment, c'est le principe qu'a retenu Honda. Alors, l'avantage de ce type de boîte, c'est qu'en fait, quand on met la première, on met la 2, quand on met la 2, on met la 3, et en fait, c'est simplement un jeu d'embrayage et de débrayage, et là, ça va très très vite, hein, pour pouvoir changer de rapport, et ça va donner une certaine souplesse, et ça va gommer un petit peu la problématique d'une boîte mécanique arbre parallèle, hein, donc de ces moments où on prend du temps pour passer des vitesses et donc qui va générer l'inconfort de conduite. Avec ce système-là, eh bien, cela est réduit. Je vous laisserai donc lire un petit peu sur le document que vous avez le principe de fonctionnement, mais voilà, en gros c'est ça. Il y a des pignons qui sont les bleus qui sont montés sur un arbre externe, primaire externe. Les pignons rouges sont montés sur l'arbre primaire interne. L'arbre primaire interne est relié à un embrayage. L'arbre primaire externe est relié à un embrayage. Et donc à partir de là, on va embrayer, débrayer des pignons et on va avoir évidemment, comme dans une boîte classique, des fourchettes qui vont se déplacer, qui vont déplacer les baladeurs, qui vont venir se craboter avec d'autres pignons, et cela, ça va être géré par un petit moteur, hein, qui va faire retourner le barillet en fonction du besoin, hein, soit parce qu'on est en mode automatique, et c'est le calculateur qui va déterminer en fonction de certains paramètres si c'est le moment ou pas de passer le rapport, et si c'est en manuel, le pilote lui a des interrupteurs donc au guidon qui vont lui permettre de monter ou de descendre les rapports, de faire retourner le moteur de commande du barillet dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change rien, il n'y a que la commande qui a changé. Et bien sûr, à l'intérieur, la configuration, je vous disais, des pignons pairs et des pignons impairs. Voilà, donc là vous avez toute l'explication. Hein, vous le lirez tranquillement de votre côté. Voilà, vous avez un détail un petit peu plus. Et là, quand on met la première, on peut voir que l'embrayage 2 est en phase débrayée et l'embrayage 1 est en phase embrayée. Donc on a enclenché le premier rapport. Et en même temps qu'on a déplacé effectivement les baladeurs pour réaliser la prise en force. Voilà, vous avez tous les rapports comme ça, vous aurez le temps largement de le faire. Voilà, avec le passage, donc là on a la transmission de puissance de couple entre le moteur et la sortie. Attention, cette boîte a une spécificité, elle a un troisième arbre sur lequel est monté le pignon en sortie de boîte, hein, donc qui est engrainé en fait, qui est pris, c'est un arbre intermédiaire entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire. Voilà, ici. Alors, maintenant ce que vous allez avoir à faire, c'est de dire, bon ben ok, très bien, c'est bien sympa tout ça, mais quels sont les critères qui sont pris en compte par le calculateur pour réaliser le changement de vitesse? Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans comment réfléchit, entre guillemets, un calculateur, hein,
Lui, le calculateur, il aura trois choses à faire. Il aura à débrayer et embrayer 2 embrayages, et il aura à faire retourner un moteur. Mais quand, comment, pourquoi, quelles vont être les informations dont il a besoin pour prendre sa décision et donc enclencher les actions soit de débrayer et embrayer les embrayages, soit de faire retourner le moteur de baryler. C'est donc tout l'objet du dossier que vous avez à me rendre, de l'exercice que vous avez à me rendre, avec ici dans le calculateur, les entrées, on verra par la suite les sorties, mais les entrées, ce sont toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir prendre des décisions, puisque un calculateur, c'est ça, il recueille des informations, les analyse, et ensuite les traite en ordonnant à des actuateurs de réaliser certaines opérations pour lui, à la place du pilote. Voilà, vous avez donc le schéma d'implantation des éléments, vous avez le schéma électrique spécifique du système DCT, vous avez le fonctionnement aussi d'un système hydraulique puisque l'embrayage, les embrayages sont pilotés par des électrovannes, vous le verrez dans le document, des électrovannes qui vont être excités ou pas par le calculateur et qui vont ouvrir ou pas de la pression d'huile sur tel ou tel embrayage afin que cet embrayage-là puisse passer d'une phase débrayée à une phase embrayée ou d'une phase embrayée à une phase débrayée. Sur cette moto-là, il n'y a plus de levier d'embrayage. Il n'y a plus de sélecteur non plus. Il n'y a simplement que des interrupteurs au guidon. Voilà, ici vous avez un petit synoptique du système avec les éléments déjà dessinés. Vous avez aussi l'intégralité des signaux qui rentrent ou sortent du calculateur. Ça sera à vous un petit peu grâce à ce schéma-là à faire le tri pour pouvoir répondre à ma question. Quelles sont les informations dont a besoin le calculateur pour prendre des décisions? Voilà. Alors, petit complément très rapide, c'est la boîte Seamless. Alors sur la boîte Seamless, on a très peu d'informations, très peu de schématiques. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette boîte-là équipe les MotoGP et on sait le secret qui est autour de tout cela. Alors on a quand même réussi à attraper quelques informations. Alors déjà, Seamless, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans couture. Ça veut dire que la couture, chaque fois, c'est qu'on va mettre bord à bord quelque chose. Si on n'a pas de couture, ça veut dire qu'on est soudés l'un contre l'autre, et à partir de là, il n'y a plus de décalage entre les deux. Ce qui veut dire que ce petit décalé qu'on avait tout à l'heure en passage de vitesse, eh bien, on va le réduire, voire même le réduire à 0. De telle façon à ce qu'il y ait un petit peu comme un variateur, sauf que là, le pilote peut intervenir pour le changement de vitesse. C'est lui qui va ordonner le moment où il va changer de rapport. Par contre, le changement de rapport, lui, va se faire de façon très fluide pour limiter, toujours pareil, les mouvements. En MotoGP, vous aurez compris, le mouvement est important. Un châssis à régler, c'est très compliqué. Et donc, si on peut limiter déjà des contraintes générées par le véhicule lui-même, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, on veut de la fluidité et de la rapidité. Il faut savoir qu'entre une boîte Seamless et une boîte ordinaire, sur Le Mans, il y a à peu près 4 dixièmes, voire 5 dixièmes d'écart autour pour le même pilote. Ce qui veut dire que donc, le passage de vitesse est augmenté, la vitesse de passage est augmentée, donc on perd beaucoup moins de temps à changer les rapports avec une boîte Seamless. Alors le principe de fonctionnement, c'est simple. Alors, je vais vous le schématiser pour que ça soit vraiment pour vous. Vous allez tous monter des barnums, où dedans vous avez 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre, avec un petit cliquet. Donc il y a un cliquet sur un tube intérieur, et sur le tube extérieur, il y a des trous. Alors imaginez que sur chaque trou, il y a un pignon. Et là, vous remarquerez que sur la boîte, vous avez des pignons qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrairement à une boîte classique où il faut aller de l'un à l'autre. Là, non. Tous les rapports sont les uns à côté des autres. Donc, on va perdre beaucoup moins de temps à déplacer 1, voire 2 baladeurs si nécessaire. Là, il n'y en a plus. On va déplacer un tube à l'intérieur de l'arbre qui va venir verrouiller le rapport de première. Donc, si on peut simplifier, tous les pignons de l'arbre primaire sont tous fous, donc ils ne sont pas entraînés par l'arbre primaire. Par contre, tous les pignons de l'arbre secondaire sont tous reliés à l'arbre secondaire, donc ce qui veut dire que si l'arbre secondaire tourne, le pignon tourne, si le pignon tourne, l'arbre tourne.
contrairement à l'arbre primaire. Par contre, quand je vais faire coulisser mon tube avec mon petit cliquet dedans, il va venir enclencher le rapport de première, puis le rapport de deuxième, puis le rapport de troisième, puis le rapport de quatrième. Donc on va avoir une rapidité d'exécution qui va rendre donc le fonctionnement de la boîte fluide et à partir de là générer moins de contraintes sur le véhicule. C'est un petit peu le principe de la boîte seamless. Voilà. Alors je vous l'explique très simplement, mais bon, quand vous regardez en coupe ce qu'est un pignon, avec l'intérieur de ce fameux deuxième arbre, avec ce petit cliquet que je vous disais de Barnon, on voit bien que là, c'est pas un Barnon qu'on a à faire, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, mais le principe, il est là. On coulisse un tube à l'intérieur, et ce tube va venir donc crocheter des pignons, et les rendre donc solidaires de l'arbre, et à partir de là, on va enclencher la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. À noter une chose, c'est que contrairement à une boîte classique, le point mort est en bas et tous les rapports sont en haut. Alors que nous, c'est première en bas et ensuite on monte. Là, c'est on monte tout le temps pour monter les rapports. Voilà, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à aller faire le petit exercice. Je vous souhaite bon courage et puis on se retrouvera pour la correction. Bye bye.